Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin à l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Laurie a 34 ans et depuis l'âge de 7 ans, elle rêve d'être gastro-entérologue. Mais le rêve de petite fille est vite balayé par un parcours scolaire qui l'écarte des filières scientifiques. Avec un bac ES en poche et des études de droit abandonnées en cours de chemin, Laurie trace sa route à sa façon. À 24 ans, elle est à la tête d'une agence de courtage en prêt immobilier. À 32 ans, elle change de cap pour retrouver ses premières amours, les sciences. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de Laurie Dudiola, CEO de l'entreprise de data science AltGR. Donc bonjour Laurie, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast Les Exceptionnels. On parle d'entrepreneuriat féminin, même si le fait que ce soit féminin, c'est pas si important. L'objectif aujourd'hui, c'est que on ait cet échange sur un partage d'expériences et que tu nous expliques un petit peu toi, ton parcours et comment tu es arrivé à ce poste de CEO de la société AltGR. Donc, déjà, la première question, c'est est-ce que tu peux tout simplement te présenter ? Bien, je vais essayer de me présenter le plus succinctement possible. Je m'appelle donc Laurie, j'ai 34 ans. Je suis aujourd'hui le CEO d'une start-up deep tech qui s'appelle AltGR. Et je prends beaucoup de plaisir à la piloter avec mes associés et à remplir une mission aujourd'hui qui est très importante, c'est de rétablir l'égalité des chances. Donc voilà, je m'y attelle tous les jours avec beaucoup de courage, que toutes les entreprises aient les mêmes armes pour lutter dans cette nouvelle ère du numérique. En termes de situation familiale, est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors oui, je suis donc une femme. J'ai donc 34 ans et je suis l'heureuse maman d'une petite fille de 3 ans qui s'appelle Joséphine. Joséphine parce que c'est un prénom qui est porteur de sens pour lui donner le courage d'être une femme forte et une femme courageuse et même parfois orgueilleuse pour être l'égale des hommes. Donc tu portes un combat quand même, tu portes une voix, je pense, non ? Oui, j'en parlais encore hier avec Sabine qui fait partie de l'équipe d'AltGR, qui est docteur en physique et qui est libanaise et qui me dit vous vous battez pour des droits que vous avez déjà. Parce qu'en effet, dans certaines parties du monde, les droits des femmes sont encore vraiment très peu reconnus et en fait je me bats pour l'égalité, qu'elle soit au niveau de l'entreprise, qu'elle soit au niveau des genres, qu'elle soit au niveau que tout le monde ait les mêmes chances d'y arriver s'il en a vraiment envie. C'est ça mon combat, oui, en effet, ma mission presque. Alors Laurie, par rapport à ça, t'as eu un destin qui a été un petit peu perturbé par rapport à ce que tu voulais faire. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ton ambition professionnelle, à quel âge elle s'est dessinée, pourquoi et dans quelle orientation tu souhaitais, quelle orientation tu souhaitais donner à ta carrière ? En effet, j'ai eu un parcours très atypique qui a été très formateur, puisque quand on perd, on apprend. Donc j'ai eu tout de suite, très très jeune, vers l'âge de 4-5 ans, me raconter ma maman, envie de devenir médecin, de soigner, d'avoir
vers les autres, d'aller vers les autres et à l'âge de 7 ans, à la bibliothèque de mon école primaire dans les Alpes d'Haute-Provence, une toute petite classe, où j'ai été choyée et où j'ai pu vraiment m'exprimer avec toute ma différence, j'ai lu un livre sur, la digestion et j'avais donc, à l'âge de 7-8 ans, l'ambition de devenir gastro-entérologue. Donc c'est pas très courant disons pour un enfant de 8 ans. Mais vraiment, c'est, comme ça que j'ai entrepris, le collège, puis le lycée. J'avais envie de faire de la médecine. D'accord. Et tes parents, par rapport à ce souhait, cette envie, comment ont-ils réagi? Alors, au départ, ça les a fait beaucoup sourire parce que c'est vrai qu'une petite fille qui dit, «Je veux être gastro-entérologue et je suis passionnée par le système digestif», c'est un petit peu particulier. Et puis finalement, ils m'ont encouragée, hein, dans cette voie-là. Il y avait une seule préoccupation, c'est que quand je suis rentrée au lycée, j'étais moyennement bonne en mathématiques, même si j'étais, extraordinairement, studieuse, et en avance sur les matières comme la biologie et sur la physique. J'avais de nombreuses difficultés en mathématiques, ce qui m'a obligée à, revoir mon parcours, et de partir en économie à l'époque. Et ça a été le premier échec cuisant de ma carrière, d'étudiante en tout cas. Quand tu disais, «J'ai été obligée, d'aller en ES», c'était un non-choix, j'imagine, ou c'était un choix? Tout à fait, je suis tombée sur un professeur, de mathématiques qui, voyait les mathématiques comme la seule matière scientifique valable. Donc du coup, il a refusé, malgré une moyenne, très bonne et de très bonnes connaissances, par ailleurs, en sciences, de me faire redoubler, ce que j'ai refusé parce que je ne trouvais pas ça juste, déjà à l'époque. Donc finalement pour lui faire un pied de nez, mais finalement c'est moi qui ai payé, hein, je suis allée, je n'ai pas redoublé, je suis passée en économie, où je me suis beaucoup amusée finalement, parce que l'économie c'est une matière qui est aussi passionnante et où on a beaucoup d'historique pour pouvoir, l'analyser, même si c'est jamais très juste, contrairement aux matières scientifiques. Mais je me suis beaucoup amusée quand même, mais c'est vrai que c'était pas mon premier choix et aujourd'hui je l'ai longuement regretté. Donc ça veut dire que, dès la première, tu te doutes, tu sais que gastro-entérologue, ça ne va pas être quelque chose de très réaliste. Non, tout à fait, la filière médicale ne va pas être réalisable puisque quand on a un bac économique, on se prédestine plutôt à des carrières dans le droit, dans la gestion d'entreprise, dans les métiers plutôt, du commerce et du service, plus que du médical. D'accord. Donc la décision que tu prends une fois que tu as ton bac, c'est quoi? Je mets, sur 3 papiers différents, je mets, la fac d'éco, la fac de psycho et la fac de droit et je tire au sort parce que quand on n'est plus sur son chemin qu'on s'est tracé et qu'on a rêvé, on fait un petit peu les choses par dépit. Même si j'ai pris quand même malgré tout beaucoup de plaisir à apprendre de nouvelles choses, ça a quand même été un choix, qui n'en était pas un. Donc je suis allée donc à la fac de droit, à la fac Schumann à Aix-en-Provence. Et c'était un parcours qui était formateur aussi, hein, mais c'était pas le mien. J'ai pris celui qui était conseillé, finalement, par les autres et pas par moi-même et ma mission que j'avais à accomplir. D'accord. Donc comment, une fois que est-ce que tu as, réussi à avoir ces examens de droit? Et puis comment tu as envisagé ton avenir professionnel avec un diplôme de droit alors que c'est pas du tout ce que tu voulais faire? Oui, en effet, il a fallu, trouver d'autres sources de motivation qui n'étaient pas, intrinsèques et qu'il a fallu, donc j'ai fait ce que j'ai pu, je suis pas allée au bout, j'ai raté, raté encore et raté mieux, mais
Mais en tout cas, à la fin de ma licence, hein, puisque c'était à l'époque, ça s'appelait comme ça, j'ai tenté de continuer, mais c'était trop pour moi. J'avais envie de faire autre chose, de m'essayer à autre chose, donc il a fallu que je commence à travailler. Donc cette première expérience professionnelle, c'était quoi concrètement? Alors j'ai fait mes classes, c'est comme ça que je le dis, c'est comme ça que je le répertorie dans mon esprit. Je suis donc entrée dans un cabinet d'assurance d'une grande entreprise d'assurance française, et dans un tout petit cabinet avec des gens bienveillants, mais très hiérarchisés, où j'ai commencé du bas de l'échelle et où j'ai appris, où je me suis perfectionnée pour finalement avoir en charge une partie de la gestion de l'agence au bout de 3 ans. Et là, j'ai eu une belle rencontre, une rencontre fortuite avec quelqu'un qui a su voir en moi ce que personne n'avait vu finalement avant, et je le remercie encore pour ça. Si je peux dire son nom, il s'appelle Jean-Luc Monteil, et c'est le directeur de la franchise monmeilleurbanquier.com, qui m'a permis en 2011 d'ouvrir mon agence de courtage en prêt immobilier aux particuliers et aux professionnels. Et me voilà partie chef d'entreprise à 24 ou 25 ans, et dans le grand bain, sans savoir exactement quel était mon métier, et qu'il a fallu apprendre sur le tas grâce à eux, leur appui. Mais bon, après, il a fallu avoir des clients, il a fallu tout de suite arriver à faire du chiffre, à pérenniser tout ça. Ça a été un gros moment de ma vie qui était à la fois difficile et à la fois formidable. J'ai appris à une vitesse que j'avais jamais encore usité, quoi. C'était vraiment très très fort. C'était génial. Donc cette première expérience de chef d'entreprise, c'était à quel âge? Ben oui, 24-25 ans, 2011, hein, c'est ça, 24 même, hein. 24 ans. Et qu'est-ce qui a fait que on t'a accordé cette confiance? Est-ce qu'il y a eu un projet mené avec succès? Est-ce que c'était une posture au travail? Est-ce que c'était une capacité de travail? Qu'est-ce qui a plu à ce Jean-Luc Montaigne? Eh bien, Jean-Luc, en fait, quand donc j'étais chez AXA, j'ai démêlé un sinistre, hein, puisque c'était mon métier, qui était très complexe et qui nécessitait l'appel à beaucoup de choses, notamment au droit des assurances, à plein de choses, à la loi Badinter. Et il m'a trouvée compétente, je pense. Et quand on a commencé, puisqu'on se voyait très souvent à cause de ce sinistre, ou grâce à ce sinistre, mais bon, c'est plutôt à cause, il m'a posé pas mal de questions, il s'est intéressé à moi et à mes compétences, et il a vu en moi la potentialité d'un chef d'entreprise. Je me sentais vraiment à l'étroit dans la hiérarchie, j'avais l'impression de pas pouvoir innover suffisamment, de devoir respecter des process qui n'étaient pas les miens et qui n'étaient pas, selon moi encore, suffisamment performants. Je trouvais qu'il manquait... il manquait des échelons à l'échelle, et qu'on pouvait faire mieux, plus vite, servir mieux le client dans de meilleures conditions. Et je lui ai fait part de tout ça, et il a trouvé que juste mes revendications, entre guillemets, hein. Et c'est lui qui a dit, bon ben oui, tu as tout ce qu'il faut pour être chef d'entreprise, je te donne cette opportunité-là. Et est-ce que tu as hésité, ou est-ce que tu as pris tout de suite cette opportunité à bras-le-cœur en te disant je prends le train en marche, ça se présentera peut-être pas 2 fois? J'avais cette capacité, je crois, à l'époque de pas trop réfléchir. Et là, ça s'en va en vieillissant. Mais oui, je suis partie. Je suis partie, j'ai réfléchi, j'ai demandé à ma famille qui m'ont dit surtout ne fais pas ça, donc je l'ai fait. Tu prends trop de risques, c'est trop... Ouais, forcément, quand les gens prennent soin de vous, ils vous donnent les conseils qui font que vous préserviez le mieux. Mais me préserver, ça n'a jamais été finalement quelque chose de fondamental. Donc j'y suis allée, je suis allée voir. Je suis allée me mesurer. Je suis allée essayer.
Et voilà. Et comme je sais pas essayer juste, je sais, voilà, je fais tout ce qu'il faut pour mobiliser toutes les connaissances, pour réussir, au moins pour réussir ce que je pense pouvoir réussir. Et voilà, non, je l'ai fait, je me suis lancée. J'ai pas réfléchi plus que ça. J'ai vendu ma voiture pour, euh, pour mettre le capital de la société et je suis partie comme ça. D'accord. Donc, dans ce qu'il a fallu faire, Laurie, là j'entends des concessions matérielles, Oui. j'entends certainement beaucoup de temps et d'énergie investie, Mhm. j'entends de se former très vite. Est-ce que tu pourrais peut-être compléter cette liste ou l'ajuster, puisque ça ne doit pas être très juste? Bah si, elle est juste, hein, il a fallu se dépasser. En un mot, si je peux résumer, il a fallu se dépasser, il a fallu trouver des ressources qui n'apparaissaient pas dans le cadre du salariat. Et en fait, elles se trouvent ces ressources parce que vraiment, j'avais à cœur, alors ça c'est encore une motivation que Jean-Luc avait certainement vue, c'est que j'avais à cœur d'aider les gens dans le parcours pour obtenir un prêt immobilier. Et les prêts immobiliers qui sont les gens, hein, parce que c'est derrière un prêt, il y a des gens qui font quand même un prêt pour une grosse partie de leur vie, et les dossiers les plus complexes, les plus difficiles, où les gens avaient vraiment besoin de moi, c'est ceux qui sont marqués à jamais dans ma mémoire, et c'est ce qui m'a permis tout au long du parcours, ça a duré 7 ans quand même cette histoire, de m'accrocher, de faire face à une concurrence qui était de plus en plus dure, de plus en plus rude, de plus en plus difficile. Moi, avec mon petit cabinet d'indépendant, même franchisé, je restais quand même tout petit, toute petite. Et non, ça a été formidable. Ça a été formidable dans un apprentissage humain. Et pour se trouver soi-même, ça a été vraiment formidable. Vraiment. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même à ce moment-là? Que j'étais pas faite pour ça. Si, donc j'étais faite pour aider les gens. Donc on revient, de toute façon, quand on part, on perd un chemin et qu'on on le laisse de côté, mais s'il est vraiment vivace, on le retrouve. Donc j'avais envie de faire de la science. Donc la science est imposée à moi par le biais d'un autre homme, un homme formidable, qui s'appelle Thomas Gerbeau, euh, et qui m'a ouvert aux sciences cognitives et plus particulièrement à l'intelligence artificielle. Puisqu'il est physicien, il se sentait à l'étroit dans la recherche académique. Et comme j'en avais assez d'avoir de la concurrence, j'ai demandé à cette personne-là, que j'ai rencontrée fortuitement aussi, de me créer un algorithme pour pouvoir traiter mes données et pour me rendre plus efficiente, plus productive dans mon travail et automatiser un certain nombre de tâches qui n'avaient pas de valeur ajoutée, mais qui étaient essentielles en fait, mais qui me prenaient beaucoup de temps au détriment d'autres qui avaient plus de valeur ajoutée pour mes clients. Donc je lui ai demandé ça, et voilà comment j'ai rencontré l'intelligence artificielle et la data science. Dans ce que tu évoques, il y a 2 choses qui reviennent. C'est fortuit, donc il y a un peu le fruit du hasard qui n'en est pas forcément un. Et il y a aussi l'intention de sortir de quelque chose qui est un peu, j'ai l'impression, comme une contrainte, d'avoir une certaine liberté de faire, de penser. En quoi ça a un peu orienté, drivé ton parcours et tes choix? Bah, il est vrai que tout ce qui est pour du hasard, ça n'en est pas. En fait, le hasard, il se crée, même si aujourd'hui, les scientifiques avec qui je travaille, et je leur fais un clin d'œil, l'approche stochastique a une véritable incarnation mathématique. Mais pour moi, quand je dis fortuit, c'est-à-dire que je suis allée provoquer finalement ces rencontres, mais elles n'étaient pas réfléchies. Je suis allée provoquer puisque dans le cadre de mon travail, faire mon travail comme le font les autres courtiers,
je me sentais enfermée, il fallait absolument innover. C'est un vieux métier qui a de vieilles coutumes, de vieilles. Il fallait sortir du cadre, il fallait aller chercher de nouvelles choses. Et la datation, c'était pour moi une opportunité d'aller chercher une nouvelle chose. Et je ne pensais pas, en allant chercher cette nouvelle chose, tomber sur quelqu'un d'aussi compétent et d'aussi gentil que Thomas, et qui m'a fait cet algorithme. Voilà, je pensais pas croiser un chemin comme le sien. Donc finalement, il y a le retour un peu des sciences dans ce parcours qui s'en était bien éloigné. On va évoquer cette rencontre avec Thomas et ce qu'elle a engendré. Donc Thomas, ça c'est au départ en fait un prestataire pour toi qui te fait un outil, un algorithme pour mieux gérer des tâches du quotidien. Comment cette rencontre s'est transformée ? Alors ça, c'est assez marrant, parce qu'en fait, quand Thomas m'a dit « Bien sûr, je peux te faire un algorithme », et il m'a donné le prix de l'algorithme. Et je lui ai dit « Je suis désolée, mais je vais pas pouvoir le payer. » Parce que la data science, ça reste un métier qui est très artisanal et où il faut créer tout un assemblage d'outils qui puissent répondre à la question posée. Et il m'a dit « Par contre, je vois que toi, tu es à l'aise au niveau commercial et que tu peux m'apporter quelque chose. Donc ce qu'on peut faire, c'est que tu vas m'aider, moi, dans ma problématique de chef d'entreprise. C'est que voilà, j'ai du mal à aller chercher des clients, les intéresser. Et toi, je vais t'aider dans ton approche aussi entrepreneuriale et je vais faire ton algorithme. » Donc voilà, notre partenariat a commencé comme ça. Donc j'ai fait pour lui, dans sa société qui s'appelait Ocean Data à l'époque, on appelle ça du business développement. Donc j'ai fait du bizdev. Je suis allée chercher des clients pour lui et lui, il m'a enlevé finalement des tâches en automatisant certains process. Et ça a été possible grâce à ça. C'est donc une première collaboration qui constitue les prémices d'une autre collaboration. Alors, à ce moment-là, dans ton métier, est-ce que y a des choses qui ne te plaisent pas et où tu te dis il va falloir que je change parce que ça correspond pas à ce que j'aime faire ou ce que j'ai envie de faire? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a plein de choses qui me plaisaient plus. Mais souvent, alors je sais pas si le parallèle est bon et s'il va parler, mais je fais à une histoire d'amour passionnel. Au départ, tout est à apprendre, tout est à faire. Donc en effet, je me suis pas concentrée sur les questions de fond, finalement, pour avoir une longévité dans la relation. Et au bout d'un moment, certaines choses qui me paraissaient pas suffisamment égalitaires, qui me paraissaient injustes finalement, me sautaient moins aux yeux. Mais ensuite, quand on acquiert la technicité et qu'on commence à être vraiment à l'aise sur les choses, on s'aperçoit plus des questions de fond, de ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne mal. Et dans l'univers bancaire, qui est un univers très particulier, que j'ai absolument adoré et à la fois complètement détesté pour certaines pratiques, eh bien, je me disais, on prête pas suffisamment de l'argent aux gens qui en ont vraiment besoin. Donc là, il y avait pour moi un problème de conscience. Donc il a fallu que je m'écarte. Je savais que j'avais terminé avec ce secteur-là. Je savais qu'il fallait que je me recycle. Mais bon, toute la question restait ouverte puisque on reste toujours à la problématique, c'est que j'ai pas de formation. Donc en France, la formation est très importante, même si c'est une chose qu'on a fait il y a 15 ans, c'est ça qui prime. Moi, je suis effarée quand on se présente et que les gens donnent leur cursus universitaire ou secondaire. Je vois pas le projet. On n'a pas la même maturité, on n'a pas la même capacité d'apprentissage en dehors. Moi, je n'arrête jamais d'apprendre. J'apprends tout le temps et c'est pas valorisé. On valorise un diplôme quand on avait 17 ans, 18 ans. Je trouve ça un peu farfelu, un peu injuste d'être m'être mis de côté parce qu'on n'a pas, alors que aujourd'hui dans mon métier, dans mon secteur d'activité, j'ai déjà je travaille avec des gens qui ont appris ce métier, donc
j'ai une meilleure légitimité, puis surtout j'ai un travail quotidien de savoir comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qui peut toute cette connaissance qu'on peut agréger à côté en tant qu'adulte et en tant qu'adulte plus mature, elle ne compte pas, ce qui est dommage. Donc, décision de t'éloigner de l'univers bancaire, Oui. rencontre avec Thomas, première collaboration et on va dire échange de compétences dans un rapport gagnant-gagnant quelque part. Et j'ai rejoint Thomas à 100% pour Ocean Data à cette époque-là, il y a 3 ou 4 ans. 3 ans, 4 ans. Donc j'ai fait du temps plein avec lui et ça s'est tellement bien passé que on a discuté ensemble de ce qui me paraissait un petit peu compliqué avec la data science, c'est qu'on s'adressait qu'à des sociétés qui finalement n'avaient pas vraiment de problématiques. Elles en ont, bien évidemment, il faut automatiser certains process qui n'ont pas de valeur ajoutée, etc. Mais quand même, on mettait de côté une certaine type d'entreprise, comme la mienne, finalement, auparavant. Et je me suis dit, mais c'est ces gens-là qui ont vraiment besoin de data science. C'est ces gens-là qui ont besoin qu'on les aide, c'est des gens comme moi, en fait, qui étaient entrepreneurs juste avant. C'était cette typologie-là. Et on en a discuté avec Thomas, qui a la chance d'avoir un frère, et une sœur aussi, mais un frère notamment, qui est lui mathématicien, et qui avait un petit peu le même sentiment, c'est que la data science était réservée. Que, déjà on le sait, les outils aujourd'hui dont disposent les plus grandes capitalisations mondiales, elles ont pu être les plus grandes capitalisations mondiales justement parce qu'elles ont ces outils. Donc il fallait qu'on se mette au travail et qu'on trouve une solution pour toutes les entreprises sans aucune mise à l'écart, quoi. Il fallait que tout le monde joue avec les mêmes armes. Et c'est pour ça qu'en 2018, AlteGR est né, donc avec Thomas et Antoine, et puis aussi avec mon ami, puisque tout le monde dira en tant qu'entrepreneur que son comptable reste son ami et son confident privilégié. Eh bien moi je suis partie avec Cyril Blin dans mes bagages et on s'est retrouvés tous les 4 à échafauder un produit qui soit suffisamment facile d'utilisation et à la fois extrêmement technique pour que toutes les entreprises sans aucune distinction puissent avoir accès à la data science. Alors vous êtes 4 dans cette aventure, à démarrer cette aventure sur une intention commune avec le constat d'un vrai besoin pour des petites ou moyennes structures. Quel est ton rôle, ta fonction dans cette entreprise ? Eh bien, c'est celle de fédérer, d'une part, de lier, d'autre part, et d'apprendre, toujours d'apprendre. Ça reste une constante de ma vie. Parce que déjà, ça m'intéresse. Là, on est dans le cœur de ce que j'aime faire. Donc, l'enthousiasme fait que je suis moteur dans cette histoire. J'ai tellement envie, j'ai tellement... C'était vraiment la fusion de 2 choses qui sont des constantes pour moi, l'égalité et la science. Donc là, je suis au paroxysme de la joie et de l'énergie. J'en ai à revendre. Donc, forcément, naturellement, je suis devenue le moteur, la locomotive de tout ça. Et d'AlteGR. Et en plus, mes associés l'ont reconnu presque... automatiquement, quoi. C'était mon rôle depuis le départ. Vous avez découvert aujourd'hui le parcours de Laurie avant les débuts d'AlteGR. Dans 15 jours, Laurie nous racontera la formation de l'équipe, la création de la boîte, sa fonction de CEO et son travail au quotidien dans cette entreprise ultra innovante dédiée à la data science. Si vous avez aimé cet épisode des Exceptionnels, dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast. Et on se retrouve dans 15 jours pour la suite de l'histoire. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.